That's Solo Take One. J'ai toujours pensé que c'était James Hetfield en fait qui disait ça, mais tu me disais tout à l'heure qu'en fait c'était pas lui. Ouais, non, en fait, c'est pas la première prise, c'est la septième au moins, peut-être même plus, il se souvient plus exactement. Ouais. C'est Lars qui avait avoué ça, entre guillemets. En fait, c'est un technicien son, un ingé son, qu'ils ont mandaté pour faire cette fausse introduction de l'anesthésia polynitive parce qu'ils craignaient que les gens ne comprennent pas qu'il s'agissait d'un solo de basse et pas d'un solo de guitare. Et ils se sont dit, en mettant cette petite indication au départ, les gens vont bien comprendre que c'est Cliff Burton qui s'exprime en solo. D'accord. Étonnant, n'est-ce pas? Après Monsieur Seb Tanaka et son hardcore belge du H8000, après Monsieur Mathieu Yassef et son Black Sabbath, on se retrouve aujourd'hui chez Monsieur Guillaume Fleury pour le numéro hors série de Rock'Hard spécial Metallica, le Black Album. Donc bonjour Guillaume. Bonjour, merci pour l'invitation. Oui. Alors c'est la première fois que je tourne un Ritzemol ailleurs que dans, comme disait Monsieur Yassef, les studios mythiques de Ritzemol. Alors, pour vous affranchir, tout simplement, parce qu'en fait, on a déjà tourné une précédente émission chez moi pour le numéro spécial donc, du Metallica de Rock'Hard, mais en fait, ça a merdé de ouf au niveau du matos, donc ça n'a pas enregistré le son. Donc, on refait, ce qu'on avait quand même vraiment envie de faire, on refait une émission aujourd'hui, mais ce coup-ci, donc à domicile, chez Guillaume, avec tous les éléments du décorum donc, qui sont à lui, dont on parlera un petit peu plus tard. Donc Guillaume, nous on s'est rencontrés donc sur Inoxydable à l'époque, il y a pas loin de 1 an et demi, quand on s'est retrouvés sur le projet commun d'écrire pour le magazine Inoxydable. Ensuite, on a fait les Inox Circle ensemble. Et donc toi, tu es journaliste à Rock'Hard, grand fan de Metallica devant l'éternel, et aussi de Nightwish aussi, accessoirement. Et donc t'as fait ce numéro donc pour Rock'Hard spécial Black Album, donc qui fait un petit peu la genèse du début en fait de toute l'époque en fait de la fin de Injustice for All jusqu'à l'enregistrement, puis la réception, la tournée, Et la etc., tournée qui etc. suit, ouais, voilà. Donc c'était toi qui étais vraiment à l'initiative de ce projet sur le Black Album en fait. Moi, j'ai proposé ce projet à mon rédacteur chef qui cherchait des idées pour faire des hors-séries. Comme j'ai vu que ça allait être les 30 ans du Black Album, j'ai proposé ce sujet, ça a été validé immédiatement, puisque c'est un sujet qui nous passionne tous. Et puis oui, j'ai fait beaucoup de recherches pour trouver la matière. D'ailleurs, je salue West Six qui m'a aidé en scannant énormément de vieux numéros de magazines français que je ne possédais pas. Et j'ai été assisté de Philippe Lajoie et Vanessa Eckert, que je remercie également, de Pascal Toupin, qui a tout bien vécu en direct, étant un immense fan, et qui m'a donné des suggestions et des pistes à suivre pour certaines choses. Et puis, après plusieurs mois de grosses recherches, j'ai assemblé tout ce que je trouvais le plus intéressant, moi qui suis surtout très friand d'anecdotes, pour raconter, et en essayant aussi de trouver un maximum de choses moins connues ou moins évidentes que ce qu'on a l'habitude de dire à chaque fois sur ce disque. Alors, on va pas pouvoir tout dire dans cette émission, d'une part pour vous laisser aussi le plaisir de découvrir certaines anecdotes inédites, mais on va essayer de faire un petit peu le tour de toute cette période donc, du Black Album. On s'est dit qu'on allait commencer fin de la tournée Injustice for All, donc là il y a le live sheet en fait qui est derrière, avec le concert à Seattle qui est dans le live sheet, qui est probablement le meilleur concert capté live de Metallica, en tout cas moi ce que j'ai entendu. Tous les temps. Alors c'est la période où peut-être il joue le mieux, Kirk Hammett il a encore les cours de Joe Satriani qui sont frais, Lars il a vraiment la patate, James il gueule comme jamais, donc c'est vraiment la période où le groupe est techniquement le plus au point. Ils ont terminé donc l'album, le premier album sans Cliff Burton, donc le premier avec Jason Newsted. Ils ont fait cette formule avec des morceaux, probablement l'album le plus progressif de Metallica, des morceaux longs, complexes. D'ailleurs, je me suis rappelé, à l'époque, Jason Newsted avait dit, à la fin de Injustice, il avait dit « Je quitterai Metallica pour rejoindre un groupe de reprises d'Elvis si je devais enregistrer un autre album comme Injustice for All ».
Donc ils sont au bout de quelque chose en fait, là, musicalement parlant, ils ont tenté ça, mais c'est pas ce qui les satisfait le plus. Non, enfin, après, c'est un peu paradoxal tout ça. Ce qu'il est bien de préciser, de rappeler, c'est que ils ont perdu avec Cliff Burton l'élément du groupe qui était capable de fluidifier les idées. Parce qu'en fait, Lars et James ont énormément d'idées depuis les débuts de Metallica. Et l'une des grandes forces de Cliff Burton, c'était de tout structurer. Il était très fort pour rendre le tout fluide, logique, cohérent. Et c'est vrai que quand tu prends Justice juste après Master of Puppets, t'as l'impression que ils sont allés jusqu'au boutisme. Il manque la personne qui fluidifie tout. On y va, on lâche les chevaux. Et en plus, ils avaient cette envie de démontrer aux détracteurs qu'ils avaient le niveau technique, qu'ils avaient un vrai niveau technique, parce que ils disaient souvent à l'époque comme que Metallica, ou même le métal en général était assez décrié à l'époque pour le niveau technique. C'est un peu des branlos qui jouent dans leur garage et ils voulaient montrer qu'ils étaient des bons musiciens, qu'ils étaient vraiment capables de jouer bien, d'être techniques, d'être progressifs, de faire des structures alambiquées et complexes. Et après, je pense pas qu'ils soient totalement déçus de ce qu'a donné Justice for All. Ce serait un peu dommage vu que c'est leur meilleur album, mais ils ont et en plus il a eu ce que les gens ont beaucoup tendance à oublier aussi, c'est qu'on entend souvent dire que c'est avec le Black Album que Metallica devient un énorme groupe. Et ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que Metallica est déjà millionnaire avant le Black Album. C'est-à-dire que Justice est déjà un immense succès. Il est déjà, si je me trompe pas, il est déjà platine 2 mois après sa sortie. Il s'écoule à 1,7 million d'exemplaires, quelque chose comme ça. C'est vraiment un immense succès. Ils sont très très loin devant tous les autres groupes trash américains, que ce soit Slayer, Megadeth. Et ils ont déjà changé leur train de vie. Ils sont déjà plus le groupe de garage, quoi. C'est plus le groupe de El Cerrito. C'est déjà de l'album d'ailleurs est composé dans la nouvelle maison gigantesque de Lars qui a un petit peu fait exploser son compte en banque dès qu'il a été suffisamment rempli pour se payer une très grande maison. Donc ça, déjà ces choses-là ont déjà changé à l'époque du Justice. D'accord. Alors après, ça reste, ils ont beaucoup de succès, mais ça reste un groupe de métal. C'est-à-dire quand même, ça reste aux yeux du grand public encore relativement inconnu, ou du moins vu un petit peu de loin, comme une espèce de groupe de bourrinos qui joue quand même une musique qui est très agressive, avec un son sur Injustice for All, si on prend rien que le son de la guitare, qui est quand même un son un son tronçonneuse, un son quand même assez agressif, donc il reste dans cette sphère quand même assez métallique. Et là, au début du processus de composition, donc tu le disais, Hetfield Ulrich qui compose beaucoup de riffs, Kirk Hammett aussi qui amène des idées, notamment évidemment l'idée d'Hunter Sandman qui compose, qui est réarrangé par Lars qui lui dit non mais coupe plutôt le riff en deux, on va en faire quelque chose de plus efficace, de plus donc il coupe le riff et donc c'est ce qui donne le riff mythique d'Hunter Sandman et il compose toute la chanson dessus. C'est vrai qu'on a tendance à sous-estimer l'importance de Lars dans les très bonnes idées qu'il y a dans l'écriture de Metallica, et celle-là en est une. C'est pas la seule, mais c'est un très bon exemple. Le riff d'Hunter Sandman revu et corrigé par Lars est bien plus efficace que celui de Kurt, qui est déjà intéressant au départ, bien sûr. Mais qui est peut-être un petit peu trop aussi. Il disait qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup d'idées qu'il composait le soir dans les chambres d'hôtel. Il jouait les riffs, il les envoyait à Lars, c'est lui, donc il triait, il disait ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Donc il compose, donc bon, je pense que eux-mêmes voient qu'ils partent vers une direction qui est différente de tout ce qu'ils ont fait jusqu'alors, avec des morceaux, avec des riffs beaucoup plus simples, un son aussi qui est très différent au niveau des guitares, qui est beaucoup plus dense, qui est beaucoup plus entier. Et un côté vraiment, tout est basé sur les riffs, très très catchy et avec une dynamique beaucoup plus simple, notamment au niveau de la batterie, beaucoup moins de rythme avec de la double pédale, beaucoup moins de tempo rapide, aucun morceau de speed. Non, ils en ont conservé aucun, ils en ont écrit a priori, enfin en tout cas ils avaient des idées. Metallica en général n'écrit pas de morceaux bonus, ou ils écrivent, à l'époque, ils écrivent pas 20 morceaux pour en piocher 10, ils essaient vraiment de se concentrer sur 10 morceaux qu'ils jugent excellents, et s'ils voient que quelque chose n'est pas bon, ils abandonnent assez vite. En fait, les idées speed, ils les abandonnent assez vite. Là, l'idée, en fait, c'est de faire des morceaux basés sur des riffs, sur un riff fort, c'est d'avoir une vraie section rythmique, donc basse batterie qui soit costaud, et c'est d'être plus accrocheur, plus simple, plus direct, plus épuré, le contre-pied de Justice, parce qu'il se lasse aussi de jouer les morceaux de Justice en live, et il voit que certains fans en ont marre aussi de suivre des morceaux de 8-9 minutes.
Alors, comme ça reste quand même à l'époque, ils sont très dans le métal, dans la représentation que vont avoir les gens, de ce qu'ils vont penser d'eux. On les voit notamment de ce qu'ils craignent à un moment, comment vont réagir les fans par rapport à ce qu'ils vont proposer. Ils savent que là, ils s'orientent vers quelque chose de beaucoup plus heavy. Donc, ils savent qu'ils vont, en quelque sorte, peut-être se mettre à dos une partie de leur public, ou du moins les décontenancer, un petit peu les surprendre. Mais ils choisissent en fait d'aller dans cette direction. Et donc, tu dis dans leur série, le choix du producteur est aussi déterminant dans cette volonté artistique qu'ils ont de proposer quelque chose de beaucoup plus... j'ai pas envie de dire le mot commercial, mais finalement, on n'est pas si loin que ça. Ils ont un petit peu plus envie de vendre leur heavy de la meilleure manière qui soit. En fait, à l'époque, Metallica, on leur a déjà promis le futur resplendissant, le numéro 1 du métal, et tout le monde est persuadé que Metallica va finir par truster la tête des charts, par être très haut. Après, personne, même pas eux, n'a anticipé le raz-de-marée qui va être le Black Album, mais c'est vrai que chez Lars, c'est sûr et certain, parce qu'il a clairement dit. Les autres l'ont moins exprimé, surtout James, parce que James a un rapport au succès qui est un peu plus délicat que Lars. Mais oui, ils ont envie de crever le plafond de verre, en fait. Pas se cantonner au métal et de toucher un plus large public, ça c'est sûr. Et ils choisissent Bob Rock. Et ils choisissent Bob Rock, qui a produit notamment l'album de Motley Crue, Dr. Feelgood, ainsi que plein d'autres trucs. Hein. Ouais, il a bossé sur Slippery When Wet, donc ça c'est un truc qui est déterminant parce que Lars aime beaucoup. Il a bossé avec The Cult, d'ailleurs tu reconnais sa patte son des guitares. Et au départ ils sont intéressés, comme s'ils ont eu une très mauvaise expérience avec Mike Klink pour Justice for All. Donc, lui il l'avait choisi parce qu'il avait produit Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Et comme ça s'est mal passé avec lui, et qu'ils ont dû rappeler Fleming Rasmussen, donc qui a produit Radio Lightning et Master of Puppets en catastrophe, ils sont pas super chauds pour reprendre un producteur qu'ils connaissent pas et lui confier plus de pouvoir que d'être un gesson en fait. Et lui non plus est pas méga chaud, parce qu'au départ il dit qu'il hésite un peu. En fait, il avait un projet avec Richie Sambora, parce qu'il était très pote avec lui à l'époque, qui est en train de préparer un album solo. Mais justement, ça l'intrigue en fait, Bob Rock. Et justement, en fait, il l'approche pour lui proposer de mixer l'album, et Bob Rock il dit en fait moi, j'aimerais bien le produire entièrement. J'aimerais bien aussi enregistrer et tout faire quoi. Parce qu'en plus il les voit en live, parce que Bob Rock a bossé avec The Cult et il voit sur la tournée de Justice, The Cult ouvre pour Metallica à un moment. Et du coup, lui, il est allé voir ses petits protégés de The Cult et il a vu Metallica. Et il a été assez décompensé parce qu'il avait écouté un petit peu Justice for All version studio et il voit que sur scène, c'est pas du tout le côté froid clinique de l'album. Ils sont beaucoup plus énergiques, il y a une énergie live qui est incroyable. Du coup, il leur dit cash, vous avez jamais réussi à capturer cette énergie sur disque, donc moi je vais vous aider à le faire. Donc, et là, il rentre en studio. Donc, il y a quand même, je pensais à un truc, cette anecdote où il dit que ce qu'il a à un moment convaincu de travailler avec Metallica, c'était un jour où il était parti en vacances avec ses gosses et il arrive dans le désert et mais apparemment complètement perdu, et il a vu un Amérindien avec un t-shirt Metallica et il s'est dit putain, si jusque là en fait on trouve des trucs à eux, c'est qu'il y a vraiment, ce groupe a vraiment quelque chose de particulier. Faut que en plus derrière il rentre dans une station essence quelques minutes plus tard et il passe Metallica à la radio. Et comme Metallica passe jamais à la radio, il fait ok, je suis peut-être pas mystique, mais là il y a un il y a un truc là, on y va. Du coup ça le décide encore plus. En tout cas c'est ce qu'il a raconté, ça fait un peu légende, mais a priori c'est vraiment a priori c'est vrai. Et donc ils rentrent en studio tous ensemble et au départ c'est un peu froid au départ. C'est pas non plus la franche camaraderie Ouais, parce que déjà il y a une grosse défiance à l'époque. James Hetfield est encore trou, donc il y a une espèce de défiance parce que le Bob Rock vient du glam rock. Enfin c'est un poseur quoi. Il se fout de sa gueule d'ailleurs à de nombreuses reprises. Mais lui, il n'hésite pas à leur dire aussi, dis donc les mecs, les sons de nos albums, c'est pas ça, quoi, va falloir bosser, tout ça. Donc ils se disent, non, il se prend pour qui, lui, mais en même temps, ils savent qu'il a raison. Donc ils ont quand même, ils sont curieux d'essayer, mais surtout, il les soumet à un rythme de travail qui est très difficile. Il leur fait répéter tous les morceaux, en fait. Il leur fait répéter les morceaux de A à Z. Il leur fait pas faire quelques prises, il leur fait tout prendre le morceau en live, tous ensemble. Donc quand Kirk Hammett commence à travailler un solo, en fait, il a le moment en répétition, en jouant le morceau. Il trouve une idée solo, il peut pas revenir et faire tiens, ça c'était bien, je vais le retravailler. Non, faut attendre la phase suivante du morceau complet. Il veut qu'ils aient vraiment le morceau. Qu'ils habitent vraiment les morceaux. Ce qui fait que par exemple pour la batterie, il se retrouve avec.
comme ils ont tout capté en live et qu'ils partent de la batterie pour l'enregistrement de l'album global, et ben ils ont des tonnes de pistes de batterie différentes, puisque Lars fait pas toujours exactement les mêmes mouvements au même moment, et ils piochent en fait là-dedans pour prendre ce qui sera le mieux. Et ils passent des plombes à travailler le son. C'est un truc de fou. Ils passent vraiment des journées entières à réinstaller tout le matériel de batterie. Ils installent des panneaux de tissu sur les murs du studio pour modifier l'acoustique. Enfin, c'est vraiment un énorme travail. Enfin, c'est pas pour rien que l'album sonne comme ça derrière. Oui. Parce que même au niveau du son des guitares, ça n'a plus rien à voir. Le son, c'est encore très heavy. On peut pas dire qu'ils ont polissé le son. Ils sont simplement passés à autre chose. Et le son est très épais, très dense sur cette Butchoo, vraiment sur les morceaux où on voit par exemple que le tempo est ralenti, donc il y a vraiment cette amplitude où on peut vraiment bien entendre. Et ça, c'est une idée de Bob Rock, de ralentir le tempo. Parce qu'au départ, le morceau est plus rapide, et c'est Bob Rock qui dit mais ce morceau, en fait, il a un potentiel pour être lourd, morceau le plus heavy. Et du coup, il le ralentit, il leur fait ralentir le tempo, et ça marche. Ce qui est une excellente idée, donc c'est... Ils travaillent comme ça finalement main dans la main. Après au final ils prennent confiance et ils commencent un petit peu à s'amadouer les uns les autres, et comme tu dis ils les font beaucoup bosser. Kirk Hammett, voilà, on a tous ce souvenir que de la vidéo d'un an et demi dans la vie de Metallica où on le voit faire ses essais sur le solo de The Unforgiven et où il est armoire. D'ailleurs c'est très étonnant un guitariste de ce niveau parce qu'il joue faux. Mais comment c'est possible qu'il joue faux, qu'il soit pas sur la gamme, mais en fait il essaie des trucs, c'est donc il a comme ça. Et là Bob Rock il lui dit ça marche pas comme ça avec moi, il va falloir que tu écrives tes solos, il faut qu'ils soient écrits de A à Z. Il y a très peu de parties improvisées au final. Le seul solo qui est en partie improvisé de mémoire, c'est celui de Wherever I May Roam, où ils ont même d'ailleurs un peu étiré à la fin, mais sur la version finale tu entends pas tout parce que c'est en fade out, mais tous les autres sont très travaillés, très écrits, et The Unforgiven notamment est très très écrit, avec l'assistance de Lars Ulrich qui était déjà assistant de guitare solo sur Justice. En fait, Bob Rock s'acharne sur Kirk Hammett, d'autant plus qu'il est passé avec Lars et James avant, et que Lars et James sont les pires, et que Kirk Hammett est plutôt bonne patte. C'est plus facile de s'énerver sur Kirk Hammett que sur Lars Ulrich ou James Hetfield. Donc c'est vrai qu'il ramasse un peu aussi toute la frustration, je pense, que les autres ont fait accumuler chez Bob Rock. Il offre certainement parmi ses meilleures performances guitaristiques. En tout cas, le solo The Unforgiven, vraiment, il montre là quelque chose qu'il n'avait jamais montré jusqu'alors, parce que même sur des morceaux comme Sanitarium, Welcome Home, où il y a des morceaux un petit peu, enfin des solos un petit peu plus lents, où il fait un petit peu plus sonner, il en est quand même pas au niveau qu'il a sur The Unforgiven, ou même sur Wherever I May Roam, où il fait un petit peu, harmoniquement parlant, il sort un peu des pentatoniques traditionnelles qu'il fait. Ouais, puis sur Unforgiven, il peut partir. C'est assez nouveau pour lui. Il part sur un petit peu sur studio mineur harmonique, donc ces sonorités un petit peu orientales. The Struggle Within aussi, où il y a vraiment un solo pareil on le voit dans les vidéos où il le joue sur plein de guitares différentes. C'est un solo qui est très très écrit, très cadré, qui sait vraiment par cœur. Donc ça lui permet vraiment de travailler, de vraiment livrer une de ses meilleures performances. Avec Jason Newsted, qui lui pose pas de soucis, quoi. Lui c'est le plus bosseur, celui qui est le plus discipliné, et qui finalement propose dans son travail l'approche la plus pro en fait finalement, quoi. Ouais, c'est celui pour qui c'est le plus facile et le plus rapide. Le seul souci, c'est que comme c'est une brute et qu'il gratte très fort avec son médiator, on entend les frottements de médiator, donc il règle le problème en mettant un petit tapis de mousse entre lui et le micro. Mais à part ça, ça file, ça va très vite. Et en plus, lui, il s'éclate, il s'en donne à cœur joie, puisque sur Justice, il a été très brimé. Là, sur le Black Album, il est très assisté par Bob Rock, parce que Bob Rock, il maîtrise les guitares basses, c'est son domaine. Et Bob Rock, en plus, il tient vraiment à ce qu'il y ait une vraie section rythmique, basse, batterie. Donc du coup, Jason, c'est open bar pour lui pour tester plein de choses, et il est très assisté de son producteur, contrairement à l'album précédent, où il savait pas trop quoi faire, il allait un peu au pif, et qui sait très bien le cadrer, quoi. Qui lui prête du matériel, d'ailleurs, du super matériel, il utilise beaucoup de basses différentes, c'est presque... Enfin, c'est l'album sur lequel ils expérimentent le plus, d'ailleurs. C'est l'album sur lequel il y a plus d'éléments différents, il y a de la sitar, il y a de la... il y a plein de bruits de sonorités un peu originales, il y a même le chargeur d'un fusil, ils font plein de trucs comme ça. La Winchester sur The God That Fell. Ouais, c'est ça.
Et d'ailleurs, pour étayer ce que tu dis, si vous avez l'occasion, allez sur YouTube et écoutez. Il y a une plage en fait où il y a la section rythmique, donc basse batterie de Don't Tread on Me. Et là, vous allez voir, parce qu'on n'entend pas hyper bien la ligne de basse de Jason sur ce morceau. Et vraiment, elle est super. Et c'est dommage que ce disco mix ne l'ait pas mis un petit peu plus haut parce que vraiment, moi, c'est une de mes lignes de basse préférées de l'album. Avec My Friend of Misery, oui, vraiment là il offre peut-être une des meilleures lignes de basse mélodiques pour Metallica, ce qui est pas peu dire, hein, parce qu'il y en a quand même eu avec Cliverton mais c'est vraiment une entrée formidable, quoi, avec cette je voulais en faire un instrumental de ce morceau d'ailleurs au départ, mais James et Lars n'ont pas validé, ils ont préféré en faire un vrai titre. Peut-être qu'ils voulaient pas que quelqu'un passe derrière Cliff Burton, ou peut-être tout simplement qu'ils en avaient marre du cliché un peu de l'instrumental, mais en tout cas, c'est vrai que cette idée, c'est clairement un des moments forts de l'album, ouais. Clairement. Alors après, au niveau des thématiques, donc on a, ils s'écartent un petit peu de ce qu'ils ont l'habitude de traiter, donc Injustice for All, un album, on va dire presque un petit peu concept, et là, il y a pas mal de thématiques, donc The Goldbadfeld sur donc la James Hetfield qui livre voilà quelque chose de très personnel finalement par rapport à sa mère, le fait qu'elle était témoin de Jéhovah, sa mère. Ouais. Bah après ça, c'est justement pour moi ce morceau, c'est celui qui se relie le plus à ce qu'il faisait avant, parce que ça me fait un peu penser à Dyer's Eve, où il parle un peu de la même chose, mais effectivement, oui, le côté scientiste de ses parents qui ont fait que son enfance n'a pas forcément toujours été très facile. C'est vrai que il l'aborde d'une nouvelle manière en fait. Il s'ouvre plus facilement sur cet album. Et c'est là où il se réconcilie avec son père aussi. À cette époque-là où il se réconcilie avec son père. Qui aura une importance pour la suite. Pour la suite. Donc il y a Wherever I May Roam qui est un peu le We Are the Road Crew de Metallica au niveau des paroles qui sont certainement parmi les meilleures en fait, mes préférés de Metallica en tout cas. Et qui, pareil, allez écouter la version démo sur YouTube, parce que James, il chante pas, il fait la 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 la, il y a pas de parole. Il a juste les fins de mots, il a les everywhere, anywhere, ça, il sait qu'il va l'avoir. Voilà, et ça tombe pareil. Il n'y a pas les paroles, mais ça tombe pareil, et c'est incroyable de voir comment il a réussi, en fait, parce que les paroles, en plus, elles ont du sens, vraiment, elles sont très fortes, et il a fait tomber le truc, il a géré la métrique, c'est assez difficile, mais oui, il a réussi. C'est un truc qui a complètement décontenancé Bob Rock quand il a découvert les démos, parce qu'il a dit mais c'est quoi ce chant yaourt Oui. Vous savez, en fait, finalement, James approche les lignes vocales comme un instrument, comme sa guitare. C'est une mélodie et on mettra des textes après. Et les textes, voilà, The Unforgiven aussi, un texte qui est quand même plutôt fort en fait. Don't Tread on Me, qui est peut-être la version, comment on pourrait dire, le côté très américain finalement de Metallica. Ouais, James veut faire un peu le contre-pied, prendre le contre-pied de Justice qui est très politique et très finalement anti-Amérique quelque part, puisqu'il dénonce plein de choses, il dénonce le système en fait américain, et il a envie de rappeler qu'il est quand même pas mécontent de vivre dans ce pays-là. Et voilà. Après, le timing est très mauvais parce que ça tombe en pleine guerre du Golfe. Lui, ça a été composé avant que la guerre du Golfe soit déclarée, mais vu que ça tombe dedans, ils ont quelques petits soucis. On leur reproche d'être un peu patriote, un peu mauvais goût, quoi. Ouais, avec en plus Kirk Hammett qui a introduit le morceau avec la ligne mélodique. Oui. Et c'est vrai que bon après c'est West Side Story, c'est globalement c'est vrai que ces textes sur cet album, ce sont ceux où il commence vraiment à s'ouvrir, là où il n'aurait pas forcément eu le courage entre guillemets de le faire auparavant. Même s'il a encore, et c'est là que tu vois, ça rejoint le côté il faut quand même qu'on touche un public plus large et qu'on choque moins, c'est parce que Enter Sandman, au départ, c'est un morceau qui est censé parler de la mort subie du nourrisson et de la violence que ça implique dans la vie des familles qui sont brisées par la mort de leur enfant, et c'est quelque chose de très lourd. Et ça, c'est Bob Rock qui pour le coup, en parle à Lars, et les deux vont voir James et disent ce morceau, il a un potentiel commercial énorme. Et en fait, il faudrait que tu mettes des lignes de texte un peu moins glauque, quoi. Et bon, James le prend mal au début, il refuse, et après il réfléchit, il remet son orgueil un peu de côté, et il fait un texte qui passe mieux. Mais c'est là que tu vois ce que tu disais tout à l'heure, il y a quand même une volonté d'aller plus loin. Même si potentiel commercial, pour l'autre anecdote qui est quand même amusante, c'est que
À la base, c'était pas le Enter Sandman le premier single, c'est Lars qui a dû insister auprès des autres pour Oui. que ça le soit, et c'est là que tu vois que Lars, c'est quelqu'un qui a quand même du pif. C'était Holier Van... Ouais, Oilers and Out devait même ouvrir l'album. Ils ont changé le track listing à la dernière minute en disant en fait, Enter Sandman, c'est plus costaud. Donc il termine comme ça, donc l'album se termine, à la fin ils sont contents quand même que ça s'arrête. Ils en ont marre. D'ailleurs ils parlent plus trop à Bob Rock pendant quelques mois. Ils se disent qu'ils travailleront même plus ensemble, c'était trop pénible. Des deux côtés, hein. Lui, il a du mal avec leur caractère, et eux ils ont trop souffert, ça les a bien gonflés. Mais après... Et l'album sort, et là, grosse surprise, c'est vraiment un succès inattendu. Enfin, il y a des images à l'époque, vous pouvez, pareil, sur YouTube, de la sortie de l'album, quand ils vendaient une espèce de coffret, là où à l'époque c'était encore les tapes, avant que ça soit trendy. Et en fait, il y a vraiment des hordes de fans, littéralement, qui arrivent dans les magasins, qui se jettent sur l'album et qui dévalisent, littéralement, en fait, les magasins de disques, et ils sont très rapidement en rupture de stock. Ouais, c'est ça, ils sont obligés de recommander, alors qu'ils avaient commandé, alors je sais plus les chiffres, mais ils avaient commandé plus d'1 million de copies, et ils sont déjà obligés d'en recommander 800 000, parce qu'il n'y a plus rien, au bout d'une semaine. L'album est numéro 1 dès sa sortie, en fait. C'est un raz-de-marée. Encore une fois, c'était prévu, c'était attendu que Metallica aille très haut. Le numéro 1, c'était ce qu'ils essayaient de faire. C'était vraiment... Ils ont fait une grande listening session au Madison Square Garden, ce genre de truc. C'était vraiment... l'objectif, c'était de taper fort. Mais ils ont aussi profité du fait que c'est le bon moment. C'est le moment où les plus jeunes veulent s'ouvrir à la musique métal encore plus. C'est le début des années 90. C'est vraiment le moment idéal pour sortir ce genre d'album, en fait. Voilà. Et donc là, ils arrivent. Metallica, c'est un groupe de scène. C'est un groupe qui a fait des tournées. Donc la tournée commence. Et le public, alors il y a ceux qui connaissaient. Alors il y a plein de réactions mauvaises. Je me souviens de Dave Lombardo qui avait dit que quand il avait écouté l'album, il l'avait jeté, il l'avait pété. Il y a plein de réactions comme ça de métalleux qui sont pas contents parce qu'ils ont l'impression qu'ils trahissent le métal. Et puis il y a tout ce jeune public dont moi je faisais partie à l'époque. Metallica, j'ai commencé avec cet album, j'ai découvert donc cet album qui était plutôt facile d'accès. Et après, donc tu les voyais en concert, et là ils arrivaient avec tout le catalogue, tout le background en fait, et tous les morceaux qu'il y avait derrière. Donc t'enchaînais avec effectivement du batterie, du Fight Fire with Fire, donc du thrash, du speed, et vraiment un métal beaucoup plus dur, beaucoup plus européen, beaucoup plus underground, et toutes les racines de Metallica qui étaient beaucoup plus sombres. Et tu me disais que c'était vraiment une volonté aussi de la part de Deathfield, d'ailleurs qu'au départ il n'était pas content de voir qu'il y avait des gens qui effectivement recevaient le Black Album en croyant que c'était un groupe d'un seul album, alors qu'eux, en fait, c'était vraiment, ils avaient grandi dans le métal, ils avaient des références précises et ils voulaient aussi les faire découvrir au public. Tout à fait, ouais. Bah, moi, j'ai découvert avec le Black Album aussi, et c'est vrai que le second disque que j'ai acheté d'eux, c'est Kill 'Em All, et là, évidemment, j'ai compris, je me suis dit, ah ouais, ce groupe a un passé très différent. Ah, oui. C'est vrai qu'à l'époque, c'est quelque chose qui a pu gêner James. Ce côté, on écoute le Black Album et on connaît pas le reste, ça le chatouillait un peu. Et c'est pour ça que il y a le petit documentaire en début, en fait, sur leur tournée en tête d'affiche, il n'y avait pas de première partie et il y avait un documentaire sur l'histoire de Metallica. Et ça leur tenait à cœur aussi pour montrer d'où ils venaient. Ils voulaient qu'on sache qu'il y avait eu autre chose avant. Donc, gros show, des concerts qui sont longs, des concerts avec beaucoup où ils passent un petit peu toutes les périodes. C'est là d'ailleurs où ils font quelques medley. Le pire Justy, je te ai jamais trouvé qui était la meilleure idée du monde parce que je trouve que c'est charcuter un peu les morceaux, mais tu comprends aussi que c'est une volonté pour ceux qui connaissaient pas bien de montrer en un minimum de temps le maximum de choses. Et donc ça hype de ouf. Lars Ulrich, donc vraiment lui, il est comme un poisson dans l'eau dans cet univers. Donc on dit très pote avec les grandes rockstars de l'époque. Donc évidemment. En premier lieu, les Guns N' Roses, très potes avec Slash, avec Axl, il sort avec eux. Eux, par contre, c'est des authentiques fêtards, Sebastian Bach, toute cette clique-là, les mecs de Motley Crue, etc. Toute la scène de Los Angeles, en fait. Donc, il sort avec ces gars-là. D'ailleurs, il y avait eu un concert pour le magazine oui, où il y avait eu un concert avec Sebastian Bach, Slash, ils avaient joué Whiplash, ils avaient joué For On the Bell Tolls, plein de trucs comme ça. Et tu vois que James, lui, il est un peu il est pas très à l'aise, à juste titre, parce que tous les autres sont dans une certaine les Guns avec Skid Row, ils sont dans une certaine homogénéité musicale. Eux, c'est autre chose, et tu sens que même dans le concert il se tient un peu. Et Lars, lui c'est vraiment son truc. Là, il adore. C'est son rêve, quoi. C'est son rêve qui s'accomplit. Il le dit lui-même. Hein.
qu'il avait toujours rêvé de connaître ce délire-là, et il en profite un maximum. Il est même un peu déçu de voir que James et Jason, ils traînent un peu des pieds, et ils sont un peu attachés à leur authenticité. Mais c'est vrai que, ouais, après, Lars en revient aussi à un moment, hein. Il part pas... il deviendra jamais Axl Rose, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que c'est une époque où ils vivent pas tout ce succès avec la même facilité. Voilà. Et en parlant de succès, arrive donc la fameuse tournée avec les Guns N' Roses. Donc ils se mettent d'accord apparemment autour backstage sur une grande tournée qu'ils feront ensemble, une tournée d'été avec Faith No More. Et au début, alors ils voulaient Nirvana au début. Donc Nirvana refuse parce qu'ils veulent pas. Kurt Cobain ne supporte pas Axl Rose. Voilà, Kurt Cobain, voilà. Mais c'est un grand fan de Metallica. Voilà. Et ça, je le savais pas. Ouais, tu l'as appris dans le hors-série. Voilà, je l'ai appris dans le hors-série, ça. Je ne savais pas du tout. J'étais persuadé qu'il détestait, qu'il détestait Metallica parce qu'il y avait moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait ce rapport au machisme un petit peu, cette espèce d'approche un peu de fait très, très agressive en fait, et qu'il pouvait y avoir notamment dans le thrash et dans les débuts de Metallica, qui pouvait lui être. Mais en fait, non. Non, parce que même son album préféré, c'est Kill 'Em All, je pense, de mémoire. Et je sais que son morceau préféré, c'est Whiplash. Donc, et il est d'ailleurs, quand Metallica passe à Seattle, il est dans le Snake Pit. Et il appelle Kirk Hammett pour lui demander de jouer Whiplash. Kirk Hammett, qui connaît bien, qui était pote avec Kurt Cobain. Et qui était un des premiers qui a connu donc Sub Pop et toute la scène de Seattle avant, en fait, le succès qu'il y a eu. Parce que Kirk Hammett, finalement, c'était quelqu'un qui était plutôt. Qui était très, très alerte sur les nouveaux courants musicaux, parce que toujours été fan de punk, mais aussi c'était probablement celui qui écoutait le plus à côté du jazz, du blues, etc., etc. Et lui, il adorait en fait cette scène-là, parce qu'il voyait que c'était en quelque sorte des héritiers du punk rock américain, donc plutôt les Black Flag, les Misfits, toutes ces influences-là du punk rock américain. Et lui, il adore ça, vraiment, il kiffe, quoi. Ouais, il a suivi Soundgarden dès le départ. Il a toujours dit il avait voulu faire un riff à la Soundgarden quand il a fait le riff d'Enter Sandman. C'est ça qui le dirigeait quand il a commencé à essayer de chercher cette idée. Et donc, il commence la tournée avec les Guns N' Roses. Alors, ils sont plutôt potes avec Axl, ils sont plutôt potes avec Slash. Et la tournée, c'est compliqué dès le début. Oui, il y a beaucoup de problèmes. Axl a beaucoup de problèmes de voix, donc il fait annuler plusieurs concerts parce que il n'est pas en mesure de chanter. Et puis il y a surtout un énorme problème relationnel parce que Axl, c'est un immense fêtard et surtout c'est un mec qui vit un peu dans un autre monde et on en a déjà parlé ensemble. Moi, je pense qu'il est authentiquement paranoïaque, c'est-à-dire la maladie cliniquement paranoïaque, et qu'il aurait probablement dû être suivi. Je suis pas persuadé que c'était vraiment le cas, et qui du coup est toujours persuadé que quelqu'un lui veut du mal, qu'il y a des forces négatives obscures qui luttent contre lui, et qui peut être capable de faire annuler un concert parce que ses médiums lui ont dit il faut pas que tu joues ce soir, il y a une ambiance qui est pas propice, ce genre de choses. Et c'est justement Axl, c'est le genre de mec qui voit Jim Morrison dans un rêve lui dire de monter un concert spécial en Mondiovision là. Et il est arrivé de ça, il pense vraiment avoir parlé à Jim Morrison et il fait son concert, il va jusqu'à là. Et c'est ça qui est incroyable, c'est l'histoire de Wayne's World 2, hein, on en parle. Ouais, c'est vrai, on dirait que c'est vrai de Wayne's World 2. Qui de l'œuf ou de la poule dans le cas, c'est incroyable. Et ça, je me rappelle, parce que c'est vraiment l'époque où je commençais à découvrir le métal, donc je lisais la presse, et Axl, en fait, il n'y avait pas du tout cette dimension. Le mec, il disait, en fait, c'est un connard qui est vraiment, en fait, il a du succès, donc il se croit tout permis. Et parce qu'il se croit tout permis, il fait n'importe quoi. Et il n'y avait pas du tout cette dimension, un petit peu qu'on a su après coup, effectivement, qu'il était suivi par toute une tribu de charlatans. Alors, toutes des personnes, autant il y avait des masseurs que des psychocliniciens basés sur qui faisaient un petit peu, qui disaient mais le problème c'est pas ta vie de maintenant, c'est ta vie antérieure, où tout ça a merdé. Donc vraiment des personnes très très néfastes qui le suivent avec lui en tournée, qui lui donnent des conseils. D'ailleurs, tu disais aussi que le jour où il y a l'accident donc sur Fade to Black à Montréal, où James se brûle en fait le bras, littéralement d'ailleurs, il disait sa peau fond, 1000 degrés je crois, c'est vraiment très violent. Et il est emmené à l'hôpital et tout le monde compte sur Guns N' Roses pour sauver la soirée, et en fait il joue 40 minutes, moins d'une heure, Axl jette son micro et il dit
Il annonce même que le groupe est terminé. Enfin, et après, il y a des émeutes, de violentes émeutes, des dégâts, des blessés, des voitures de police retournées. Coucou Mathieu Yassef. Et au final, c'est ce qui casse complètement la relation entre les deux groupes à ce moment-là, parce que là, ils se disent... tu vois, même Kirk Hammett, qui est le plus cool des quatre, parce que Jason et James, ils ont toujours du mal depuis le début, en fait. Mais même lui, il se dit, ça c'est quand même... ils sont quand même pas cool, les gars. Slash le vit très mal aussi, hein, il admet dans son autobiographie qu'il a plus osé croiser les membres de Metallica sur tout le reste de la tournée, tellement il avait honte, parce que lui, malheureusement, il contrôlait pas la situation. C'est aussi dans son autobiographie qu'on apprend qu'il termine la tournée ultra déficitaire, les Guns N' Roses, et c'est pour ça c'est un truc que je suis allé chercher. Je suis content de l'avoir retrouvé, un vieil article de l'époque, sur une date américaine, je sais plus laquelle, et j'ai retrouvé une intervention d'un des promoteurs du concert, en fait, qui a dit qu'il avait fixé à 2000 $, la minute de retard, si Axel ne monte pas sur scène. Et en fait, ce genre de choses, les promoteurs le faisaient presque systématiquement, ce qui fait que 120 minutes de retard fois 2000 $ à chaque fois, puisqu'il était souvent en retard de 2 heures, c'est plus tout le fast dans lequel il vit. Il fait des soirées à thème tous les soirs, il n'y a pas que les jacuzzi, tu vois, il fait une soirée à thème voiture de Formule 1, il fait venir une voiture de Formule 1 dans les coulisses de l'arène où ils vont jouer. Enfin, et au final, Metallica sort plus riche que jamais, et les Guns N' Roses sortent rincés de cette tournée financièrement, alors que c'est un immense succès. Et donc c'est suite à la blessure de James, donc c'est le John Marshall, donc le technicien guitare qui vient en fait remplacer James à la guitare rythmique. Je suis pareil, je savais pas que Andreas Kisser avait été pressenti pour finaliste pour jouer. C'est dommage, j'aurais bien aimé voir Andreas Kisser jouer des morceaux de Metallica à la guitare rythmique, parce que Andreas Kisser c'est vraiment j'adore ce guitariste, vraiment. Je pense que pour le coup, je pense que c'est quelqu'un qui est assez mésestimé, autant dans les chorus que dans les rythmiques. Donc ça aurait été génial. Bon, il aura joué avec Anthrax, mais grand consolation au niveau de la guitare rythmique. Mais bonjour Mathieu David. Et en fait, bon, ça continue avec John Marshall, et là, ouais, vraiment le succès. Donc, ouais, il mange tout, en fait, Metallica. En fait, pour Andreas Kisser, c'est parce qu'il maîtrise pas, il est très bon, il est finaliste, mais il maîtrise pas les morceaux, il maîtrise pas Sin for Even, les morceaux du Black Album, alors que Marshall les maîtrise mieux. Puis bon, Marshall, c'est un ami de Metallica de très longue date, il a été guitar tech de Kirk Hammett très tôt dans la carrière du groupe. Donc c'est plus facile pour lui. Mais c'est vrai que derrière, c'est difficile pour James, parce qu'il n'a jamais eu l'habitude de vraiment d'assurer uniquement son rôle de frontman et de plus, entre guillemets, se cacher derrière sa guitare. Et c'est vrai que les premiers concerts, même il dit, il y a des moments, les passages instrumentaux, il n'y a pas de chant, moi je me barre en coulisses, je bois une bière parce que je sais pas quoi faire de mes bras sur scène. Et au bout d'un moment, il commence à s'habituer, et il devient un peu plus assuré, au point que Lars Ulrich commence à se dire, on devrait peut-être garder en fait John Marshall guitariste rythmique, et que James n'assure que le chant et soit vraiment notre chanteur. Et évidemment, James lui dit, ça n'arrivera jamais. Oui. Et donc, oui, ils sont. La tournée est très très longue, même après là, donc ils finissent quand même relativement rincés. Totalement rincés. Et finalement, ça les change considérablement. Et finalement, ils arrivent donc dans cette deuxième moitié des années 90, en ayant eu un succès colossal, à une époque où toute la musique change finalement, et où c'est l'époque où eux vont faire le choix de partir encore dans une direction différente avec l'Aude, de changer au niveau du look, de changer au niveau même de la musique, des riffs, du son, etc., etc. Quand une grande partie des têtes de gondole de l'époque font un petit peu pareil et partent dans d'autres directions. Le grunge est arrivé entre-temps avec Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, etc., Pearl Jam, et où le rapport en fait à la célébrité notamment a considérablement changé par rapport au public, beaucoup moins de démonstrations techniques. Beaucoup de groupes qui font des albums, le heavy traditionnel, le thrash, tout ça qui se casse un petit peu la gueule, le rap metal qui est là, le néo qui commence à faire ses premières, et Metallica qui se retrouve là un petit peu au milieu, héritier d'un succès considérable avec le Black Album, à se dire va-t-on arriver, on va certainement pas arriver à réitérer
un exploit aussi formidable et qui sera aussi novateur pour le public, mais à proposer quelque chose finalement de différent et qui, avec le recul, était quelque chose d'artistiquement parlant assez honnête, quoi. C'est toujours, ouais, parce que ce qu'on a pu reprocher à Metallica, ce qui a pu décevoir beaucoup de metalheads, c'est en fait, après Injustice for All, qui est un album qui est quand même qui est difficile d'accès, qui est clinique, qui est cru, qui est sale, qui est agressif, qui est social dans ses textes, ça aura même une influence sur plusieurs groupes de hardcore d'ailleurs, à partir de là. Il y a beaucoup de gens qui regrettent que Metallica n'ait pas continué parce que Metallica est vraiment un prescripteur à l'époque, tout le monde suit, enfin beaucoup de gens attendent de voir ce que fait Metallica parce qu'ils se disent c'est le prochain gros truc. Et il y a beaucoup de gens qui sont déçus de se dire ils ont fait un pas vers quelque chose de plus simple, de plus lisse, de plus commercial, alors qu'on aurait voulu les voir continuer à être à être comment dire les garants d'un métal vicieux, sale, agressif. Donc ça peut décevoir. Mais Metallica, pour le coup, ça ressort très facilement de toutes leurs interviews et de tout ce qu'ils ont toujours déclaré. Ils sont quand même très droits dans leur botte, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient envie de faire ça, ils ont fait ce qu'ils avaient envie de faire. C'est ça. Et pour l'autre, c'est exactement la même chose. James découvre la country. Ce que beaucoup de gens oublient, si j'ai l'impression, à chaque fois qu'on en parle aussi, c'est que juste avant l'autre, Metallica commence à être très influencé par des groupes comme Corrosion of Conformity, par exemple. Oui, qui est très pote avec... Et ça se ressent sur l'autre. Oui. Il y a vraiment une espèce de saveur un peu stoner, parce que même ces moments Corrosion, parce que Corrosion est passé a fait plusieurs choses aussi. Du punk rock au départ. Après, on part vers quelque chose de plus expérimental. On commence finalement à mettre des choses. Et d'ailleurs, ils les prennent en tournée avec eux pour la tournée de l'autre. 96, quand j'ai vu Metallica à Paris pour la première fois, c'était Corrosion en première partie. Ouais, et puis James est très proche du groupe, il fait un petit featuring sur Wise Blood. Donc non, c'est vrai que ça, il faut pas oublier l'importance de ça. C'est quelque chose qui les a beaucoup influencés à l'époque. Voilà, ouais. Et donc, cette fin des années 90 où eux, finalement, ils quittent presque un peu comme ils quittent un peu le monde du métal, ils suivent presque une trajectoire qui leur est très, très particulière auprès du public et auprès de la scène. Et contrairement à pas mal de groupes qui restent dans un métal, on va dire un petit peu traditionnel, comme Slayer qui sort Diabolus in Musica, qui est probablement le pire album de Slayer. Mais Megadeth, il y a plein de groupes qui ont sorti des albums qui sont finalement peu inspirés artistiquement parlant. Et on va arriver à ces années 90 où après le métal il va considérablement changer. Paradoxalement, les têtes de gondole vont commencer à moins vendre, à être moins exposées. Puis il va arriver, c'est les débuts après un petit peu du Hellfest, donc un revival qui arrive après, la première fois depuis que le métal existe, où on commence à avoir des styles qui reviennent, du rétro trash, des choses comme ça, et finalement... On va revenir des groupes qui ont plus de succès qu'ils n'en ont jamais eu avant. Exactement. Oui. Toi, même Mayet God, quand ils reviennent, Mayet God, c'est un groupe... Mania Road, les premiers. C'est incroyable, et je me disais... Enfin, c'est marrant parce que c'est là qu'ils deviennent cultes, quoi. Ça devient des légendes. C'est ça, ils passent, on dirait qu'ils n'étaient pas à l'aise, en tout cas pas à leur place au moment fait, où ils étaient le plus actifs, et ils le sont beaucoup plus tard. Je trouve que Mania Road, c'est vraiment l'exemple le plus parlant. Parce que dans les années 90, on entendait peu, tu voyais peu Mania Road dans la presse, t'en entendais... Quand tu voyais, c'était pas de... Ouais, voilà, t'en entendais peu parler. Tu pouvais avoir un groupe comme Manowar, par exemple. C'était... entre métalleux, mais tu connaissais, tu n'avais pas besoin d'écouter du métal depuis 10 ans pour entendre parler de Manowar, pour entendre parler même des groupes de hardcore, le Black Flag, le nom revenait assez vite, tu avais des noms, et puis tu avais des noms comme ça qui c'était moins évident, et puis après, effectivement, c'était assez curieux de voir 20 ans, 25 ans plus tard, les gens revenir dessus comme si ça avait été toujours au top du succès, alors qu'en fait, c'était pas vraiment comme ça, quoi. Et ça, c'est très nouveau, justement, c'est très propre à partir de cette époque, parce que ça n'existait pas avant ça. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont des fois tendance aussi à oublier qu'il y a un moment où Metallica, c'était ringard pour les gens. Oui. Non, c'est Metallica, évidemment, c'est le gros truc qui remplira toujours remplira des grandes salles. Mais il y a un moment où, vraiment, moi je me rappelle, j'écoutais Metallica et on me disait, mais c'est un groupe de vieux, ça, t'écoutes un groupe de darons. Ah oui. Pareil, au lycée, moi j'écoutais du death metal en même temps que Metallica, et les mecs qui écoutaient du death, ils voyaient bien que je connaissais le death, que je faisais pas semblant d'écouter. Ils me disaient, mais pourquoi tu écoutes
continue à écouter un groupe de merde pareil, quoi. Il y a quand même beaucoup mieux avec Entombed, avec Morbid Angel, avec... ouais, c'est naze, hein. Arrête d'écouter, comme ce que certains youtubeurs peuvent dire parfois, il y a beaucoup mieux que Metallica, mais en fait, moi, ça m'a jamais... C'est un discours, en fait, qui a jamais vraiment pris, et un peu, c'est un peu comment dire, l'héritage du Black Album actuellement. On a l'impression pour certains que c'est vraiment le virage commercial, comme si c'était à ce moment-là que véritablement Metallica s'était vendu. C'est vrai que quand on fait le recul, on s'aperçoit que c'est vraiment pas aussi simple que ça, que c'était vraiment une direction dans laquelle ils voulaient aller, pas forcément pour gagner plus de pépettes, mais parce que c'était ce genre de musique qu'ils voulaient proposer à ce moment-là, ce qui est très différent que de vouloir faire de l'argent. Et à mon avis, quand tu as un groupe qui reste dans la même lignée durant toute sa carrière, à faire tout le temps la même chose pour jamais choquer les gens, est-ce que c'est vraiment un comportement intègre et artistiquement parlant, on va dire, porteur? Voilà, je suis pas vraiment sûr. Donc, y a des artistes comme ça qui se permettent de choquer leur public, de leur bousculer, quitte à ce que certains balancent leur CD, disent que ce sont des traîtres, qu'ils ont trahi la cause, qu'ils sont venus cracher dans la soupe, qu'ils ont contribué à créer il y a quelques... Mais Metallica, ça a toujours été un peu ça. Même on se rend compte. De toute façon, tous les groupes qui atteignent un certain niveau de popularité, et c'est un phénomène naturel. Il y a des gens pour qui c'était la chose un peu cachée, ça leur plaisait tant que c'était underground, et ils aiment pas quand tout le monde s'empare de ce qui était à eux, et ce qui a un raisonnement assez naturel en fait. Mais c'est vrai que pour Metallica, ça s'est fait à une telle échelle que ça pouvait ça pouvait que provoquer des réactions aussi passionnées, et surtout que c'est vrai que le virage est quand même... Après, entre Justice et Metallica, on reconnaît Metallica, on reconnaît le style, on peut pas parler. Enfin, moi, je pense pas au mot trahison quand j'écoute ça. Je me dis juste, c'est une autre approche. Mais... Et d'ailleurs, Lars, il avait eu cette phrase, moi je me souviens à l'époque du Black, où il avait dit, un journaliste lui avait dit, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression de trahir? Il avait dit, mais vous savez depuis quand on nous accuse de trahison? Depuis Ride the Lightning. Je dis, il dit, mais si, le moment où on a mis Fade to Black sur Rise the Lightning, on a été considéré par des traîtres, par toute une partie en fait de notre public à cette époque. Mettre un morceau instrumental comme The Call of Cthulhu, ça a été aussi mal pris. Il y avait des mecs qui disaient, à l'époque c'était beaucoup les tapes, ils arrêtaient, il n'y avait pas The Call of Cthulhu en fait sur ce qu'ils enregistraient. Et The Fade to Black c'était considéré comme un morceau, alors que objectivement, vraiment, quand tu écoutes Fade to Black, on peut pas vraiment considérer ça comme une balade. Sinon, tu considères juste le fait de mettre de la guitare acoustique, ça devient une balade. C'est vraiment pas aussi simple que ça. Mais ils ont toujours été, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont toujours un petit peu bousculé leur public. Et finalement, ça a toujours été un peu ça, finalement, Metallica, de venir un petit peu faire finalement pas mal de choses, les choses un petit peu comme ils les voulaient, quitte à être après vivement critiqués. Ouais, puis quand il y a eu le clip de One, pareil, on a dit ça y est, Metallica, ils sont partis, ils veulent passer sur MTV, ils sont vendus. Et on oublie aussi que Metallica avait déjà très sérieusement pensé à faire un clip pour For Whom the Bell Tolls à l'époque de Rise of the Lightning. Ils ont finalement laissé tomber par manque de budget, ils se sont rendus compte que le rapport dépenses-bénéfices ne serait pas intéressant. Mais en fait, c'est des choses... Ils ont une ambition de succès commercial, ça, ils le nient pas, je pense. Par contre, avec le Black Album, ils veulent atteindre l'équilibre parfait entre succès commercial maximal, mais sans se trahir, sans se corrompre. Et ça, tu vois que c'est une préoccupation de James qui est vraiment très importante. Il se dit toujours, je ne veux pas corrompre le côté difficile, le côté dangereux de Metallica. Et d'ailleurs, il le dit au Madison Square Garden quand il y a la listening session de l'album. Il dit, moi je suis en coulisses et je ne redoute qu'une chose, c'est le moment de Nothing Else Matters. J'ai peur que les gens vomissent par terre, m'insultent. Et il est assez rassuré quand il voit que c'est pas le cas. Mais c'est quelque chose... c'est quelque chose qui lui importe beaucoup, et tu le vois à travers toute la campagne promo même de Metallica à l'époque, même tu vois sur le dossier de presse, tu vois qu'ils insistent bien en expliquant qu'ils se sont pas compromis, qu'ils sont toujours les mêmes, tu sens que ça les travaille, et vraiment à l'époque, on peut penser ce qu'on veut de ce qu'ils feront après, mais à l'époque du Black Album, ils sont encore très sincères, totalement sincères, je pense ils ont toujours été droits dans leurs bottes, même s'il faut reconnaître, à l'époque de Saint Anger, ça part vraiment... un peu n'importe où, mais là, l'époque de Saint Anger, ils sont totalement paumés, quoi. Ils sont rincés, ils sont dépassés par ce qui a du succès à l'époque.
ils essayent de garder leur place. Je pense qu'ils ont peur de devenir ringards à ce moment-là. Donc on est sur une autre démarche. Mais à l'époque du Black Album, ils sont pas encore arrivés au maximum. Ils sont encore, tout le monde les présente comme les outsiders en chef et ils vont tout défoncer. Donc là, ils ont une vraie grande confiance dans ce qu'ils font. Et je suis persuadé que c'est pas une stratégie de vendu le Black Album, pas du tout. Donc ça fait pas mal de choses, bien qu'on n'ait pas tout dit. Il reste encore quelques petites surprises dans le hors-série, notamment plusieurs au niveau des petits secrets de l'enregistrement, du corps qui est au début de The Unforgiven, de certains lyrics, etc., etc. Donc voilà. Je vous conseille de lui forcément le conseiller. Moi aussi. Mais ouais. Mais bon, moi, Metallica, voilà, c'est un de mes groupes préférés. Donc je connais plutôt bien et j'ai quand même appris des trucs dans le hors-série. Donc c'est vraiment que ça a été chercher des choses qui étaient vraiment pas évidentes à connaître, vraiment pas évidentes à savoir. Il y a des photographies qui sont aussi assez inédites, des tickets de concert, des affiches de concerts par inédites, on essaie de trouver des photos et des documents ouais. un peu rares, voire méconnus, voire inédits, autant que possible. Voilà, parce que je voulais vraiment faire un équilibre. Je voulais que le néophyte découvre et apprécie l'histoire de cet album, mais je voulais aussi que les fans hardcore, puisque je me considère quand même comme un fan hardcore Metallica, et je voulais qu'ils apprennent des choses, pas évidentes. Oui, c'est ça. Ouais, il y a des trucs moi, que j'avais jamais vu quoi. Ni sur les VHS de Metallica où c'était pas mal documenté, ni sur les vidéos. Enfin, il y a eu des documentaires, notamment aux États-Unis, entre cette période-là, entre Justice. Pareil, il y a des trucs que je savais pas. On peut plus se procurer en librairie. Non, il est disponible sur notre shop. Tu peux le commander. Voilà, sur le shop de Rockard. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Ma foi, donc on en est pas mal là. Bah ouais, on est bien. Je pense que la première émission était largement meilleure, mais ça, les gens la verront jamais, donc tant pis. Ça restera. En fait, techniquement, vous pourriez l'avoir, mais vous pourriez que l'avoir parce qu'il n'y a pas le son en fait. Donc du coup, vous verriez 1 heure de nos deux têtes en fait avec les bouches qui bougent. Mais guère plus. Donc bon, ça présente pas un intérêt vraiment sensationnel. Donc je pense que quand même celle-là est mieux. Après, a priori, on devrait se revoir d'ici quelques mois parce qu'on avait quand même parlé de faire Back to the Front aussi ensemble. Super. Là pour rien vous cacher, je l'ai pas lu. Donc je vais le lire, mais donc on pensait le faire ensemble parce qu'effectivement Master of Puppets c'est une autre période vraiment passionnant et charnière pour Metallica, et notamment qu'il y a eu beaucoup dans Rhythm and Blues, j'avais déjà parlé de Slayer Mag, et pour beaucoup de fans de métal extrême à cette époque, qui étaient un petit peu dans le Bathory, dans le Venom, dans le Celtic Frost et tout ça, c'est le moment où Metallica a trahi avec Master of Puppets. Pour des raisons des fois qui m'échappent un petit peu, mais on aura l'occasion de pouvoir débattre de tout ça pour Back to the Front. On espère que vous avez kiffé cette émission. On fait un petit bonjour à tous nos camarades d'Inoxydable. Bien sûr. De quoi? Tu viens leur dire que tu t'es enchapiné, mais voilà. Tu voudrais pas voilà. ce mot de sa substance. Oui, voilà. Mais on s'est quand même pas mal enchapiné en pensant à vous. Franchement, j'aurais pas pu le faire mieux que toi. Donc, je pense qu'on va en rester là. On vous dit à très très vite, et donc à la prochaine, et bye bye. Salut.